Bonjour et bienvenue dans le village aux 4 noms, successivement nommés au fil des années Bray, Faux, Reignac, Valindre et enfin aujourd'hui Reignac-sur-Indre. Depuis l'Antiquité, nombre de commerçants, d'étrangers et de conquérants ont traversé les deux ponts qui, enjambant l'Indre, permettent d'atteindre le bourg du Faux, carrefour des échanges entre les différentes provinces de la région. L'axe principal, la rue Louis de Barberin, reste encore aujourd'hui l'une des routes les plus fréquentées du département. Cependant, peu savent aujourd'hui à quel homme illustre renvoie ce nom si souvent prononcé, Louis de Barberin. Laissez-moi vous conter, chers spectateurs et spectatrices, l'histoire de l'homme survivant d'une centaine de batailles qui donnera des années plus tard son nom à ce qui deviendra notre fière commune. Au cœur d'un XIVe siècle tristement célèbre pour sa guerre de Cent Ans, et au crépuscule d'un Moyen-Âge mourant, la famille de Barberini occupe une place de choix dans la République florentine. Leur prestige au sein des cours italiennes atteint son paroxysme lorsque l'un d'entre eux, Maffeo Barberini, accède au statut sacré de pape sous le nom d'Urbain VIII en 1623. Cependant, tandis que la guerre s'impose en Italie, la famille de Barberini se divise et éclate son ancienne unité dans plusieurs points de l'Europe occidentale. Guillaume de Barberini trouve retraite dans la France voisine, à Confolens, ville se situant dans l'actuelle Charente où il sera fait quelques années plus tard seigneur de Ponteuil en Angoumois. Il y acquiert les terres de Ponteuil ainsi que celles de Montreuil et se marie à Catherine Tison. En cette fuite forcée, Guillaume rétablit tout de même son honneur bafoué en recevant la nationalité française du roi Louis XI lui-même à travers une lettre qui changera le cours de sa vie. Sa famille est anoblie. Le nom de Barberini se francise alors en de Barberin, et la nouvelle famille se répartit en différents territoires de l'Angoumois à la Guyenne, en passant bien évidemment par la Charente. L'un d'entre eux, Jean, l'ancêtre de notre Louis de Barberin, s'installe à Reignac en Saintonge, initiant ainsi les origines locales de triomphes familiaux futurs. C'est en 1707 que le dit sieur Jean-Louis de Barberin achète pour 221 000 livres la baronnie du Faux. S'ensuit une période de prise de possession d'autres terres afin d'étendre la propriété du tout nouveau baron et, ayant déjà hérité du statut paternel de marquis de Vartigny et de comte de Reignac en Saintonge, Louis possède dès 1712 un territoire bien plus vaste que les limites actuelles de notre commune. Il étend même son importance à la possession du château du Faux, véritable symbole de la restauration contemporaine, auquel il ajoute une aile en équerre à l'est et une chapelle qu'il dédie à Saint-Louis et à la Sainte Vierge. Fort de ses précédentes reconstructions, il poursuit son œuvre tout au long du XVIIIe siècle, pendant lequel il ajoutera au château un gigantesque jardin à la française, en lieu et place des douves moyenâgeuses, comblées sur son ordre. Mais auparavant, c'est bien dès mars 1710 que le roi transforme la baronnie du Faux en marquisat de Reignac en Touraine, au profit de de Barberin, qui renomme alors le village Reignac-sur-Indre. Malgré tout, Louis de Barberin n'est pas qu'un noble homme d'affaires, c'est aussi et avant tout un guerrier qui commencera sa carrière au régiment de Navarre, où il deviendra capitaine puis major. Son talent le pousse ensuite au fil du temps au poste de lieutenant du roi du château de Namur et de Charleroi, commandant à lui, brigadier d'infanterie, maréchal de camp et commandant du Vieux-Brisac. En 1713, le roi Louis XIV lui donne en personne le statut prestigieux de lieutenant du roi du gouvernement de Touraine. Blessé à la cuisse, poignardé plus d'une fois, mâchoire et épaules cassées, Louis de Barberin résiste et demeure sans doute l'un des plus grands soldats de son temps. Voyageurs et étrangers, aucun n'avait de cesse d'évoquer cet immortel et prestigieux sieur de Reignac, un combattant fidèle au roi, plus souvent attiré par le champ de bataille que par les splendeurs de la cour de Versailles. En gage de remerciement, de Barberin est nommé commandeur de l'ordre de chevalerie de Saint-Louis. Il devra cependant ranger les armes au terme de la guerre de succession d'Espagne, dont la résolution interviendra avec le traité d'Utrecht,
le 6 mars 1714. Le marquis rentre donc chez lui et peut enfin rejoindre sa femme, Marie-Marguerite de la Vallée de Pimodan, et ses filles, Julie Céleste et Marie-Louise Angélique Barberin de Régnac. Malheureusement, en 1719, 2 ans après le début de la construction de la chapelle Saint-Louis, Louis de Barberin, alors homme âgé, décède. Il laissera derrière lui une veuve, une fille nouvellement mariée au comte de la Rivière et une autre fille, Pucelle, restée seule avec sa mère. Marie-Marguerite fera appel bien des années plus tard, en 1750, à Claude Dubois, un sculpteur dijonnais, pour édifier un mausolée en marbre à la mémoire de son défunt mari. Sur celui-ci sont gravés les termes « Ici repose le très haut et très puissant seigneur Louis de Barberin, comte de Régnac, marquis de Vartigny et de Régnac-sur-Indre, seigneur de Chanceaux, d'Épinay, Fontenay et Amancet, maréchal de Caen, commandeur de Saint-Louis, lieutenant du roi de la Haute-Touraine. Par la brave défense qu'il fit dans Huy et Limbourg où il commandait, ainsi qu'au Coquelet de Namur dont il retarda la prise par sa valeur, il mérita que le roi lui confiât l'importante place du Vieux-Brissac qu'il a conservée à Essem, jusqu'à ce qu'il plût au roi de la rendre à ses ennemis par la paix. Ses talents devenus alors inutiles à sa patrie, il se retira dans son château qu'il répara et amplifia, et bâtit cette chapelle où il a été inhumé le 27 juin 1719. Le château de Régnac-sur-Indre demeure pendant bien des siècles encore à sa famille, les de Barberin, qui prendra de nouveau les armoiries de leurs ancêtres. Azur à 3 abeilles d'or, posées 2 et 1, armoirie du pape Urbain VIII précédemment évoqué, et qui demeure encore à ce jour le plus haut fait de cette historique famille florentine, devenue reine d'une terre tourangelle riche. Le château ne sera revendu qu'en 1792 par l'arrière-arrière-petit-fils de Louis de Barberin, le marquis de Lafayette, l'un des hommes politiques les plus célèbres des XVIIIe et XIXe siècles.